Un syndrome type du trauma, en fait, des traumatismes, c'est quelque chose qui est comme confus et brouillard. Ça fait un peu... Je navigue dans la vie sans me sentir. J'étais pas en lien avec le centre. J'étais juste comme orpheline de moi-même et juste comme très habituée à être là, dehors, en train de sentir les autres, combler les besoins, etc. Mais on s'entend qu'il y a quelque chose qui va pas à l'intérieur, qui est comme fautif dedans. Donc, ouais, c'était pas des années faciles du tout, vraiment. J'ai passé pas mal de périodes très, très sombres dans ma vie. Salut les curieuses, salut les curieux. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir rendez-vous avec Carole Pirotte, formatrice, auteure, femme, thérapeute spécialisée dans l'hypersensibilité et l'intégration des psychotraumatismes, youtubeuse en réinvention, mère, mais également hypersensible. Bonjour Carole et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Mathieu, je suis vraiment ravie et honorée d'être avec toi et parmi vous aujourd'hui. Merci. Eh ben, c'est un grand plaisir partagé. J'ai cité beaucoup de casquettes et d'étiquettes te concernant, mais le tout étant plus que la somme des parties, cela met directement en avant le fait que tu n'es pas résumable à l'une d'entre elles et qu'on pourrait en citer encore des dizaines d'autres sans parvenir à te cerner totalement, ce qui, tu en conviendras, est une très bonne chose. Et j'aimerais également présenter Gaëtan qui sera en régie durant toute l'émission et qui viendra, comme à son habitude, à la fin de cet échange pour nous partager son point de vue subjectif. Alors, nous allons commencer, si tu veux bien, par explorer ensemble ce que j'ai baptisé les 3 étapes. Je vais les résumer brièvement, comme j'ai souvent l'habitude de le faire en début d'interview, mais on ne sait jamais qui vient pour la première fois quand. Donc du coup, je refais un résumé rapide des 3 étapes que j'ai un petit peu faites pour décrire un parcours de vie avec une étiquette qui vient expliquer. Donc la première étape, en fait, c'est celle où on se sent complètement largué, on ne sait pas ce qu'on fait là, on se sent seul, on se sent potentiellement fou, puisqu'on est seul avec son ressenti, et puis on se sent un peu extraterrestre au final. On finit souvent par employer ce mot-là. Et puis la deuxième étape, c'est celle de l'étiquette, celle qui vient se coller sur notre front, ou celles qui viennent se coller sur notre front pour expliquer de façon plus ou moins rationnelle le décalage ressenti sans compréhension durant toutes ces années. Et la troisième étape, celle qui m'intéresse le plus, eh bien, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça, et est-ce qu'il n'est pas le moment, une fois qu'on a compris un petit peu mieux son fonctionnement, d'ouvrir à l'appartenance à l'humanité qui a été dans un premier temps si compliqué à envisager. Et donc du coup, j'aimerais qu'on voit un petit peu si ça résonne avec ton parcours de vie ou pas, ces 3 étapes. Donc ma première question pour toi, Carole, est-ce que tu as déjà utilisé le terme d'extraterrestre pour t'auto-qualifier ? Oui, 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 totalement. Ça me fait rire parce que c'est non seulement un mot que moi j'ai utilisé et senti, parce que la question c'est pas trop de l'utiliser, mais c'est d'avoir vraiment ce sentiment de décalage très très important. Mais c'est quelque chose que j'entends souvent. Qu'on me dit. Et donc, oui, cette phase-là d'extraterrestritude a été très longue dans ma vie, tellement bien que par moments, sans vraiment croire aux extraterrestres, je suis pas une férue chercheuse des ovnis et autres vies extraterrestres, mais par moments, je regardais les étoiles, je me disais, non mais, venez me chercher s'il vous plaît, là. Ici, non, ça va pas matché, je suis désolée, mais maison. Quelque chose comme ça. Maison. Ok. Et est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as ressenti ça, où tu t'es dit ça, tu l'as formulé? Alors le mot extraterrestre en tant que tel, je saurais pas dire exactement. Le grand sentiment de décalage, ça c'est quelque chose que j'ai senti vraiment depuis enfant. Depuis enfant, il y a eu des phases plus ou moins d'adaptation avec d'autres personnes. Donc j'arrivais à m'insérer plus ou moins, mais il y a eu pas mal de phases où voilà, c'était la grande solitude et surtout ce regard décalé où je me sentais pas vraiment comme les autres et que pour pouvoir être en lien, il fallait comme me séparer de quelque chose de moi pour pouvoir être là dans la surface de contact avec les autres. Je pouvais pas comme me sentir moi et être en lien. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je porte depuis longtemps.
Donc, je suis sûr que ça va parler à beaucoup de gens, puis moi en premier. Donc, merci de partager ça. Et je me suis dit, étant donné que tu es formé à l'Internal Family System, je voulais savoir si, en te branchant sur celle qui a ressenti ça il y a longtemps, ce décalage, la première fois, le premier décalage, tu pouvais te brancher sur ton royaume intérieur lors Oui. de ce premier ressenti fort et nous dire un petit peu quelles sont les voix, comment ça se passe à l'intérieur de toi. Ok. Alors ça, c'est ça, c'est une sacrée question. Ça demande beaucoup de dévoilement parce que peut-être tu le sais, dans l'Internal Family Systems, dans cette approche-là du monde intérieur qui entend qu'on a différentes parties à l'intérieur de nous, les parts qui sont les plus vulnérables et qui ont vécu des moments de souffrance intense, parce que se sentir vraiment pas appartenir à la communauté humaine ou au sien, c'est un sentiment très douloureux. Ces parts-là sont mises très en protection et très à l'écart. Et donc tout autour, il y a d'autres parts qui sont là pour donner le change, pour ne pas permettre qu'on soit au contact de celle-là. Et donc, j'ai envie de te dire, même si une part de moi aurait précisément envie de dire, allez, je tente l'aventure et je peux essayer de le faire, mais comme je suis comme aussi attentive au respect de mon monde intérieur et de ces parts-là, qui se dit soudain, genre, c'est quoi ce gars qui vient chercher des espaces vraiment beaucoup trop intimes là? Attends. Ah, je suis allé trop rapidement. Eh ben, mais je te remercie de t'écouter parce que c'est vraiment super que tu puisses justement en transparence me dire comment c'est pour toi que je te pose cette question. Parce qu'évidemment, toutes les questions que je vais poser sont bah, avec un oui ou un non en bout de chaîne. J'accepte évidemment que ça soit pas ok, soit pas tout de suite, soit pas du tout. Et c'est tout à fait recevable. Et je suis sensible au fait que tu dises que c'est pour prendre soin de toi que tu ne réponds pas. C'est pas simplement une posture ou un réflexe ou quelque chose qui dit non non mais là quand je suis devant une caméra je dis pas ce genre de choses. C'est parce qu'en fait si je comprends bien ce que tu me dis, c'est que tu vas ouvrir une sensibilité, tu vas ouvrir une dimension de toi et il faudrait avoir du temps pour pouvoir y aller. Et puis pas forcément devant des caméras, et ça peut s'entendre. Mais c'est surtout une volonté de prendre soin de toi parce que sinon on risque de fermer, de couper en fait plutôt que de refermer tranquillement. C'est ça? C'est exactement ça. Et c'est Ok. aussi parce que pour moi, venir dans mon monde intérieur ou dans le monde intérieur, c'est toujours avec. C'est pas pour faire quelque chose, tu vois. C'est pas comme pour informer les gens. C'est parce qu'il y a quelque chose qui est prêt déjà à être vu et reconnu déjà par mon monde intérieur et du coup parce que les conditions sont réunies. Et là, je viens parler aussi comme de la notion du système nerveux. Le système nerveux a besoin, pour pouvoir se déposer et être vraiment en lien et en contact, d'avoir un sentiment de sécurité. Et pour avoir un sentiment de sécurité, ben, c'est important qu'il y ait du bon lien, qu'il y ait un espace sécure et pour mon système nerveux, envisager qu'il y a des gens que je ne connais absolument pas, voire d'autres que je connais moi aussi, je vais rentrer en résonance avec un espace de moi que peut-être je n'ai pas abordé aussi frontalement que tu le décris. Eh bien, il y a quelque chose qui dit, pas tout à fait, non. Mais à la fois, tu vois, je sens comme une ouverture et un désir, tu vois, comme un endroit de venir au contact, venir explorer, mais peut-être pas de manière aussi frontale. J'entends et il n'y a pas de problème. C'est avec plaisir que justement j'accueille la précision avec laquelle tu peux me partager ce qui se passe pour toi. Merci. Merci à toi de ton écoute. Et je me demandais à cette époque où tu ressentais ce décalage, est-ce qu'il existait tout de même des contextes précis dans lesquels tu le ressentais moins et quels étaient ces contextes si jamais ils existaient? Hmm, quelle bonne question. Ah, tu vois, la première chose que j'aurais envie de dire, c'est que euh, peut-être dans ma famille, je le ressentais un peu moins, chez mes parents, avec ma sœur. Mais à la fois, c'est particulier parce que, je ne sais pas si c'est ton vécu aussi, mais dans notre maison d'enfance, il y a une ambiance particulière, en fait, où on occupe des rôles qui sont assez clairs. Donc, il y a une sorte de zone de confort, mais il y a aussi un endroit où, voilà, ça tourne pas forcément super rond, c'est pas très agréable ce qui se vit, mais c'est du connu. Et donc, comme c'est du connu, il y a moins le sentiment d'étrangeté
Il y a plus un sentiment peut-être de pesanteur, de tristesse, de l'ambiance familiale, quelque chose qui se cherche, qui se dit pas. Mais c'est pas la même chose. Et après, c'est plus dans le monde, en fait, avec les autres, où je pouvais sentir ce décalage, notamment à l'école, au collège, lycée, etc. Euh, je je dirais qu'il y avait eu certains espaces privilégiés où j'ai pu comme contacter des zones de moi qui étaient beaucoup plus vivantes et beaucoup plus authentiques quand j'ai fait des activités extrascolaires, parce que moi j'ai grandi au Mexique et j'étais dans une école catholique de bonnes sœurs où il y avait que des filles. Voilà, c'était très très strict. Et en dehors de ça, j'ai réussi, notamment à la fin du collège, j'ai fait quelque chose qui ressemblait au scout. Et pendant le lycée, à une époque, j'ai étudié pour être ambulancière, donc dans les ambulances, pour sortir les gens des crashs et tout ça. Et dans cet environnement-là, j'ai réussi à peut-être être un peu plus moi-même et je sentais un peu moins ce décalage. Même si toujours dans les grands groupes, ça n'a jamais été quelque chose de très très simple pour moi. Mais dans ces moments-là, il y a eu voilà des moments de comme au moins de respiration où il y avait du vivant, du bon, du goûtu et qui goûtait un peu plus comme moi. Ok. Ouais, donc tu es quelqu'un qui a vécu vraiment plusieurs vies. J'ai l'impression dans tout ce que tu me dis, il y a déjà plusieurs vies qui sont évoquées. Comment tu te sens, toi, à la tête de ces multiples vies? Puisque la multiplicité fait partie de ton approche aussi en interne, mais alors du coup, même en externe, finalement, tu as vécu à plusieurs endroits, plusieurs métiers, ouais, plusieurs vies finalement. Comment c'est pour toi d'être à la tête de cet empire? Ouais, j'adore comment tu le nommes, commencer d'être à la tête. Je dirais que depuis quelques années, mais voilà, ça date de pas si longtemps que ça, je peux dire oui, je me sens à la tête de ce royaume. Avant, je me sentais juste mélangée avec ces différents aspects. Je me sentais pas du tout à la tête de quoi que ce soit. Je me sentais juste, bon, allez, je suis non-bouddhiste. Ok, je suis non-bouddhiste. Et puis je suis ça, et puis je suis à la tête de rien du tout. Et là, aujourd'hui, avec le recul, il y a quelque chose, comme il y a différentes phases que je vois qui se jouent à chaque fois dans la réappropriation et la réintégration de mon histoire, c'est j'ai un fonctionnement qui est de souvent, je passe à autre chose de manière assez radicale, assez vite. Et donc, c'est comme si pour pouvoir passer à autre chose complètement, il fallait que je me mette à l'écart, que je coupe de ce qui s'est passé. Et donc, il y a besoin après qu'il se passe un temps pour ensuite revenir à ce qui s'est vécu. Et avant, quand j'avais pas, voilà, tout le chemin que j'ai fait, voilà, les billes que j'ai, les ressources que j'ai, je pouvais vivre souvent une forme de jugement et de culpabilité par rapport à ce que j'avais pu faire comme choix de vie, avec le fait soit d'en être sorti ou soit d'avoir fait ce choix-là. Et je vois que petit à petit, avec le temps, il y a quelque chose qui s'adoucit et qui voit avec beaucoup d'amour et de distance et aussi de compréhension que, ah bah oui, à ce moment-là, c'était ça qui était possible. Et c'est ce choix-là qui a été possible. Et donc, c'est comme si par moment, j'arrive à me connecter à la grande image, je ne sais pas comment dire en français, mais voilà, ce big picture, ce grand cadre, qui donne qui me donne le sens profond de tout ça, comme si, ah oui, ok, même si j'ai l'impression que hôtesse de l'air, ça n'a rien à voir avec animatrice en agroécologie ou thérapeute, ou voilà, mais il y a un sens en fait en dessous qui n'est pas uniquement dire, ah oui, je soigne la vie ou je sais pas, des trucs comme ça, mais vraiment quelque chose de senti de l'intérieur qui se tisse et qui, voilà, qui rejoint quelque chose de consistant en lien avec ma mission de vie ou le pourquoi je suis sur Terre. Ok. Pour toi, alors, cette notion de mission de vie, elle est significative et est-ce que tu as l'impression euh, que c'est un énoncé qui changera plus? Que c'est un énoncé qui ne changera plus. Ouais, c'est-à-dire si C'est on ça? dit oui, ma mission de vie c'est ça. Donc est-ce que tu considères que si tu connais ta mission de vie, parce que je sais pas si Mm. vraiment il y a des mots précis dessus, mais est-ce que ça voudrait Mm. dire que ça ne va jamais bouger? Ah, alors dans mon cas, non, c'est sûr que non. Pour moi, c'est comme une éternelle découverte en fait. C'est comme si ça se dévoilait au fur et à mesure. Je sais pas si c'en est une. Pour moi, la notion de une, totale, absolue, c'est un peu vague, tu vois, c'est difficile de relationner avec ça. Mais c'est comme si j'entreapercevais des bouts et que
par moment, ça semble prendre une direction, par moment une autre, mais c'est bien plus qu'une phrase comme ma mission de vie est de faire ceci pour contribuer à cela dans le but de je sais pas quoi. Ça me parle pas, je saurais même pas le nommer. En fait, c'est plus un sentir, quelque chose qui se construit de l'intérieur hum, et qui est en perpétuel dévoilement. Ok. Dans ce que tu citais comme étant des contextes qui étaient favorables au fait que tu te sentes appartenir, notamment le moment où tu travaillais en tant qu'ambulancière, si j'ai bien compris. Est-ce C'était que pas c'est moi, c'était volontaire, mais oui. Mhm. du coup est-ce que c'était le fait d'avoir un rôle qui avait du sens pour toi et qui garantissait une appartenance dans le présent à un mouvement euh, intelligible pour toi et pour les autres avec du sens pour toi et pour les autres en même temps? Waouh! Alors peut-être qu'aujourd'hui, je pourrais avoir cette grille de lecture. À Mhm. l'époque, c'était, j'avoue, une passion de l'adrénaline en fait. Il y avait Ok. quelque chose de, allez, on va voir l'accident, on va sortir quelqu'un avec des pinces et tout ça, et puis on va, je sais pas, aider quelqu'un qui est en train d'accoucher dans la rue. Et c'était au Mexique, c'est pas les ambulanciers comme en France, c'est beaucoup, un peu plus comme aux États-Unis, on va dire, comme on voit dans les films en fait, où il y a beaucoup plus d'action, on va dire entre guillemets. Et donc ça me permettait, je pense, de me sentir vivante et dans une forme de sentiment de clan ou de meute, parce que quand on va chercher quelqu'un et qui est vraiment en difficulté, qu'il faut chercher, il faut gérer l'urgence et il faut, voilà, gérer tous ces facteurs, on se sent oh, il faut qu'on soit soudé, il faut qu'on soit une équipe et on se sent très vivant. Et donc, je pense qu'à cette époque-là, c'était surtout ça que je cherchais. Donc l'adrénaline, elle permet de passer par-dessus le doute, c'est ça? Hmm, oui, ah, ça c'est certain, en fait. Il y a quelque chose. En tout cas, moi, je réagis bien à l'urgence. Il y a quelque chose. Une part de moi, précisément, prend le contrôle et dit, OK, on y va. Et c'est comme si, à la fois, c'est intéressant parce que quand j'étais dans ces états-là, euh, sous le rush ou le coup de l'adrénaline, j'étais pas vraiment du tout en lien avec mon monde émotionnel en fait. C'est-à-dire on pouvait voir des choses extrêmement difficiles et avoir l'ambulance toute pleine de liquides différents, etc. Après avoir accompagné quelqu'un à l'hôpital, et puis on pouvait faire des blagues et se marrer après coup. C'était pour relâcher la pression, en fait, pour relâcher la tension. Il m'arrivait parfois de faire des cauchemars ou de pas bien dormir, etc. Mais j'étais très coupée, en fait, à l'époque de mon monde émotionnel et c'était très rationalisé, en fait. Et voilà, pour moi, ça fait partie de quelque chose que j'observe. En fait, quand on a une grande sensibilité, on peut aussi être très coupé de son monde émotionnel, de son monde intérieur, parce que c'est tout simplement trop, en fait. Donc, on trouve des subterfuges et des stratagèmes pour ne pas ressentir. Hmm. Donc le mental fait partie des stratégies, la surmentalisation fait partie des stratégies qui permettent de fuir ce monde émotionnel qui finalement est plus synonyme de violence et de confusion que de compréhension et d'accueil. Oui, absolument. Alors, pour ma part, je dirais pas surmentalisation. C'est bien plus basique que ça. C'est la coupure. C'est pas être en lien, en fait. C'est comme si je touchais un bac de glaçons. Je sens rien, en fait, il y a rien, c'est comme du vide. C'est quelque chose comme ça. J'ai jamais été une personne qui suranalyse les choses ou qui surmentalise, mais plutôt juste couper. Ok. Intéressant, on y reviendra peut-être. Moi, je me demande du coup ce que j'ai baptisé comme étant l'étape 1, tu vois, qu'est-ce que je fous là? Je sais pas pourquoi je ressens ça, je sais pas pourquoi je suis là, je me sens pas appartenir aux gens qui ont les mêmes caractéristiques physiques que moi. Eh bien, je me demande, est-ce que pour toi, finalement, c'est une période qui s'arrête avec la découverte de ton hypersensibilité ou est-ce que c'est complètement autre chose qui te donne accès à cette meilleure compréhension de toi et finalement à une compréhension de tes besoins, de tes caractéristiques, et de comment tu vas pouvoir prendre soin de toi en fait. C'est super bonne question. Je dirais que pour moi, une des étapes clés dans ma vie, ça a été le fait de devenir maman. Quand je suis devenue maman, il s'est passé comme plein de choses, c'était comme un peu un cataclysme. Et une des choses qui a été très forte pour moi, c'était de découvrir que ma fille aînée était, elle, très sensible, en fait. Et je le voyais
parce que elle sursautait dès que j'allumais un appareil, qu'elle pleurait, voilà, je sentais bien qu'il y avait ce décalage, en fait, qu'il y avait un décalage. Et c'est comme si ce décalage que je percevais, qui est apparu aussi quand elle est allée à la maternelle, etc., je commençais à sentir que ça rentrait en résonance avec moi, avec mon histoire. Et il y a quelque chose qui se passe. Et c'est en commençant à faire des recherches la concernant, en me disant... Même les instits et tout ça me disaient ah madame votre fille bon elle est pas super adaptée avec les autres enfants de la cour et bon on se posait des questions et tout et donc c'est là où j'ai commencé à me dire il y a probablement quelque chose qui est différent là dans cette histoire et d'abord par X circonstances, je me suis retrouvée à chercher les profils haut potentiel et puis là je me rappelle, je lisais la caractéristique dans le site internet à l'époque. Ma fille a 15 ans aujourd'hui, donc voilà, c'était il y a 13 ans à peu près, 12 ans, et je me rappelle, je m'étais mise à pleurer en fait parce que je me disais comme enfin, je comprends ce qui se passe. Et j'avoue, il y avait un moment aussi quelque chose, comme j'ai une tendance très importante à me remettre en question en permanence, quelque chose qui disait je suis une mauvaise mère, il y a quelque chose que je ne réussis pas, que j'ai mal fait, et c'est comme si quelque chose disait ok, j'ai ma part, j'ai mon lot de responsabilités en tant que maman, et à la fois il y a un profil spécifique. Et donc ça a été comme très soulageant. Et puis bon, il y a eu tout le truc de faire passer des tests de QI, voir qu'en effet, ça l'était, blablabla. Et puis, j'ai continué à voir, à lire, parce que moi, je suis un peu avide, en fait, de connaissances. Quand je tope sur un sujet qui me passionne et où je me dis, OK, là, il faut que je regarde, je deviens vraiment addict à la chose et puis je mange toutes les conférences qui existent sur la question, tous les livres, dans toutes les langues que je parle. Et voilà, il y a une phase comme d'ingurgitation de choses pour pouvoir ensuite le processer et voir ce que j'en fais, un peu comme tout ce que les 3 étapes que tu décrivais. Et il y a eu un moment donné où, bon, c'était comme si, bon, le haut potentiel, ça apporte un petit peu de réponse, mais pour moi, ça expliquait pas le mal-être que je percevais chez ma fille en fait. Et puis au fur et à mesure je me rendais compte que moi aussi ça expliquait pas forcément le mal-être que je ressentais, et de fil en aiguille je suis venue à trouver ce qu'est l'hypersensibilité, où à l'époque quand j'ai commencé à me pencher sur la question, c'était pas du tout la grande mode comme aujourd'hui. C'était vers 2013 par là. Et je me rappelle que j'étais tombée sur différentes conférences et tout. Et j'étais tombée sur un livre que tu connais très certainement de Elaine Aron qui s'appelle « Ces gens qui ont peur d'avoir peur ». Et donc je l'ai acheté et je me suis dit « nouveau Graal, c'est l'hypersensibilité, le machin ». Donc je suis rentrée dans la phase de l'étiquetage. Ok. Et donc du coup, toutes les conférences que tu as trouvées et t'as refait la même chose sur l'hypersensibilité. T'as tout compris. Alors, il y en avait Ok. moins à l'époque sur l'hypersensibilité en français, mais j'ai beaucoup lu en anglais. Et puis, voilà, je me suis pas mal renseignée sur le sujet. Et il s'est passé la même chose, en fait, finalement. Disons que pendant cette phase-là, c'était une phase très riche pour moi parce que ça donnait comme... C'était un peu... Pardon, je finis pas mes phrases, mais pour moi, c'était un peu comme si j'avais ramé. J'avais trouvé une première petite île où, on s'y trouvait bien, ça fait du sens d'être dans cette île au potentiel, mais ça explique pas tout. Allez, on va se remettre à ramer. Puis, une île plus grande, super. Et dans cette île plus grande, il y a plein de caractéristiques où on peut s'y retrouver. Et du coup, il y a ce sentiment de, j'appartiens quand même à une communauté de gens qui se sentent tous bizarres comme moi ou extraterrestres et qui ont ces caractéristiques-là. Et donc, c'est à cette époque-là que j'ai fait la rencontre de Saverio Tomasella, que tu connais, et qui est une personne juste au cœur immense et qui m'a proposé au bout du premier appel téléphonique si on coécrivait un livre. Et moi, j'étais juste comme, qu'est-ce qui est en train de se passer là dans ce monde? Et voilà, ça a été une aventure extraordinaire et ça m'a permis d'encore plus me pencher sur la question, de créer une chaîne YouTube avec des petits Playmobil et tout pour illustrer la vie hypersensible en fait. Mais
Voilà, à l'époque, j'avais pas tellement de billes que ça pour l'accompagnement. Moi, à l'époque, je faisais des soins énergétiques, donc j'étais pas du tout, voilà, formée pour l'accompagnement de ces thématiques-là, mais je faisais mes propres explorations. Et c'est après, au fur et à mesure, que j'ai commencé à me former à différentes approches, dont l'IFS, et après à des approches somatiques aussi de l'accompagnement. Mais ça, c'est venu après parce que de nouveau, je me suis dit, OK, là, on est en train de dire que l'hypersensibilité, c'est alors, bon, voilà, de ce que moi j'en savais, c'est un trait de caractère. On est hypersensible, on l'est comme ça. Et puis, ce qui était dit dans le discours de l'époque, et qui est assez dominant à mon sens encore pour beaucoup, c'est de dire il faut apprendre à gérer les à côté, donc les côtés désagréables de l'hypersensibilité, qui peut être la surstimulation, etc., l'hyperémotivité, blablabla. Mais on met l'accent sur qu'est-ce que c'est merveilleux d'être hypersensible. On est tellement merveilleux d'être hypersensible, c'est une chance. Et, euh, et souvent, j'ai vu aussi dans pas mal de forums et de discussions avec des gens, quelque chose qui va cliver et qui va dire, nous les hypersensibles, on est les gentils de ce monde. Si nous, hypersensibles, nous étions à la tête de ce monde, qu'est-ce que ça serait un monde merveilleux et qu'est-ce que le monde est dur et horrible parce que les gens sont hyposensibles ou ils sont pas sensibles. Je sais pas si ça te parle. Si, si, bien sûr, et justement, je trouve qu'il y a, il y a des écueils dans ces regroupements qui forment des îlots un peu hermétiques avec le reste du monde, puisque, à mon sens, il y a une justesse absolument dans tout ce qui se passe, et si on développe une hypersensibilité, ça répond à une pertinence, et si on développe une sensibilité plus classique, je pense que ça répond à la même pertinence, mais d'une autre façon, d'une façon singulière, et qui s'adapte à qui on est, à où on est, à comment ça se passe et tout. Et la vie est beaucoup plus subtile que ce qu'on en comprend. Donc du coup, si on commence à former des équipes, je pense que un des pires trucs qui soit possible, humainement parlant, c'est de faire des équipes qui affrontent d'autres équipes. Donc c'est pas ici qu'on va trouver ce genre de pensée. Et donc du coup, j'en profite pour dire que je ne fais pas une équipe contre les gens qui pensent que ça serait mieux si jamais il y avait des hypersensibles à la tête des décisions et tout ça. Je comprends pourquoi ils peuvent en arriver à ces conclusions-là. Par contre, je n'irai pas défendre ce point de vue plus qu'un autre. Voilà. Par contre, je suis content, justement, à travers les témoignages comme le tien, qu'on puisse offrir une vision à chaque fois subjective, singulière, de ce que ça a été la découverte, ce que c'est le vécu à l'intérieur de cette sensibilité-là. Et on voit bien qu'on a autant de réponses que de personnes, et que donc, du coup, tirer des grands traits pour dire c'est comme ci, c'est comme ça, a priori, c'est compliqué, et c'est plus, ça vise plus, à mon sens, à se rassurer, à vouloir déterminer quelque chose pour pouvoir avoir un sol sous nos pieds qu'autre chose. Je pense que c'est bien de rester avec la danse joyeuse des couleurs des personnes qui portent l'hypersensibilité ou la haute sensibilité en eux et qui ont à cœur de le partager. Donc merci pour toi, pour ton témoignage, euh, pour ta façon d'habiter cette sensibilité, parce que ça se sent. Euh, parce que ça transparaît à travers l'échange et que ça transparaît à travers même ton regard, ta gestuelle, et je trouve ça, voilà, nourrissant, beaucoup plus que si on est en train d'édicter des lois, des règles à respecter pour être un bon hypersensible ou je sais pas quoi. Merci, j'adore ce que tu dis. Je voudrais peut-être juste compléter Je t'en par prie. rapport à ce que tu dis parce que c'est vraiment ça. Et c'est ce qui m'a amené dans l'étape d'après de ma recherche. C'est que on développe la sensibilité qu'on développe par rapport à un contexte spécifique et à des situations spécifiques. Et donc, moi, je ne sais pas dire s'il y a un gène hypersensible ou pas. Je ne suis pas, je fais pas, voilà, de la recherche en biologie ou en génétique, etc. Je n'ai pas cette connaissance-là. Mais ce que je sais, c'est que, et pour avoir dialogué avec des centaines de parts de personnes différentes qui ont des profils similaires, ben, c'est qu'à un moment donné, dans leur histoire, que ce soit tout micro-embryon dans le ventre de maman ou un petit peu plus grand, etc., mais à un moment donné de l'histoire, il y a quelque chose qui soit va venir se refermer en termes de sensibilité, soit au contraire va rester tendu vers l'extérieur parce qu'il y a quelque chose qui est peut-être en insécurité ou qui est en quête, en recherche. Et que pour moi, il y a quelque chose qui est vraiment à discerner entre le fait d'être comme ça face à l'environnement et qu'on pourrait appeler une hypersensibilité parce que hyper émotif, hyper, ah, c'est comme tout pique, heurte, ah, brûle, fait mal,
Et la sensibilité qui est cet espace comme solide qui dit j'ouvre pour sentir ce qui est là. Pour sentir, ok, sentir l'autre, sentir toi, sentir la nouvelle que je viens d'entendre et me laisser sentir, traverser. Et cette sensibilité-là, pour moi, c'est là qu'on devrait viser à aller. Et je ne sais pas si elle s'appelle hyper ou pas, mais c'est le sentir volontaire en fait. C'est le ok, je dis oui à cela qui est en train de jaillir ou qui est en train d'arriver, d'être perçu. Et je me laisse traverser en fait. Et souvent pour moi, quand il y a l'endroit de l'hypersensibilité douloureuse comme ça agitée, où souvent on peut se dire ah, je suis une éponge qui perçoit tout, etc. Oui, probablement on est en train de percevoir ce qui se passe. Mais si on est en douleur, en souffrance, c'est qu'il y a des choses à l'intérieur de soi encore qui ont besoin d'être comme approchées, regardées, touchées. Et que c'est en faisant ce travail de se retourner pour voir qu'est-ce qui est en train de résonner douloureux qu'on peut construire une solidité pour avoir une sensibilité volontaire, entre guillemets. J'entends ce que tu dis, merci pour ça, ouais, c'est super d'avoir cet éclairage-là. Ça me donne une image que je te partage. Ce serait l'image en fait d'une sorte de château, on va dire, avec des gardes tout autour, mais ces gardes tournent le dos au centre et donc du coup ils sont hyper réactifs, mais ils savent pas vraiment ce qu'ils défendent, ils ont pas conscience de ce qu'il y a à l'intérieur en fait à protéger. Et dans ce que tu évoquais comme étant une sensibilité volontaire entre guillemets, on sent le centre. Même dans la façon dont tu l'exprimes, on sent que le centre il est habité et qu'en fait il y a une connaissance de ce qui est au centre euh, ça met deux pôles à la sensibilité. Ça va être le pôle avec un moi défini et le pôle avec un moi non défini en fait, mais qui se défend Mmh. de ne pas savoir qui il est ou un truc comme ça. Mmh. Waouh, je me laisse atterrir à ce que tu dis. Je sens que c'est hyper profond. Ouais, ça me plaît sentir ça. Je sens que c'est très consistant. Je sais pas encore comment nommer, mais j'aime beaucoup ton image. Ok, ben, on laisse ça comme ça, on laisse ça flotter et puis chacun va en Ouais. faire s'il veut quelque chose. En le laissant un petit peu déclencher les petits mécanismes et puis on verra bien. J'aime bien que les étincelles soient pas toujours immédiates. Oui, c'est souvent mon cas. Je suis un diesel parfois. Hmm. Bah, un diesel avec un laser dans les yeux. D'accord, si tu le dis. Hmm. Je me demandais d'ailleurs, celle qui comprend justement, alors c'est intéressant ton parcours parce il fait écho à plein de parcours dont on peut entendre parler, que ce soit au niveau justement du HPI ou alors au niveau de la haute sensibilité, finalement des parents qui découvrent chez leurs enfants les caractéristiques et qui derrière bah, se retournent vers eux-mêmes en disant mais ouais mais ça vient pas de nulle part, les chiens font pas des chats, les pommes tombent pas très loin de l'arbre, etc., etc. Et que donc du coup, il y a une connaissance de soi qui est déclenchée par le souci ou le soin qu'on a envie de prendre de son enfant dans un premier temps. C'est intéressant que tu puisses en témoigner parce que finalement, sur cette chaîne, on a reçu beaucoup de personnes qui ont fait des témoignages et tu es la première à avoir cette histoire-là, alors qu'on l'entend beaucoup dans les témoignages de gens qui sont plus anonymes dans le sens où ils n'ont pas écrit de bouquins sur le sujet ou je sais pas. Et ça ressemble à beaucoup d'histoires qui sont pour moi des témoignages lointains puisque j'ai pas rencontré les personnes pour l'instant. Donc, je suis content qu'il y ait ce chemin-là. Et je me demande, celle qui, chez toi, découvre qu'elle est concernée par la haute sensibilité, qui a envie de l'explorer, qui a envie de la connaître, dans quelle mesure, qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle ressent pour celle qu'elle était sans cette information? Hmm. Ouais, ça me touche quand tu dis ça, tu vois, je me reconnecte, là, l'endroit de moi veut bien sentir. Euh, il y avait beaucoup de solitude et vraiment de la détresse. Ouais, c'était vraiment pas facile. Ah, je me rappelle, je vivais souvent avec comme un nœud là ici, au niveau de la poitrine, un nœud à la gorge, euh, quelque chose d'errant en fait, et sans repère en fait, comme sans repère intérieur, avec un sentiment profond de, il y a sûrement quelque chose que je fais mal en fait, que je suis mal, plutôt que de faire parce que
parfois on peut chercher, trouver, passer sa vie à s'excuser. C'était mon cas, j'avais tout le temps, je m'excusais, pardon, d'exister, quoi. Mais c'est vraiment plus ontologique, en fait, c'est vraiment plus profond, c'est comme une honte, vraiment quelque chose de l'ordre de waouh, c'est quoi en fait? C'est comme, pour moi, c'est vraiment comme un syndrome type du trauma, en fait, des traumatismes, c'est quelque chose qui est comme confus et brouillard. Ça fait un peu, je navigue dans la vie sans me sentir. J'aimais beaucoup, c'est pour ça cette image du château est en lien avec le centre. Et là, j'étais pas en lien avec le centre. J'étais juste comme orpheline de moi-même et juste comme très habituée à être là, dehors, en train de sentir les autres, combler les besoins, etc. Mais en sentant qu'il y a quelque chose qui va pas à l'intérieur, qui est comme fautif de dedans. Donc, ouais, c'était pas des années faciles du tout, vraiment. J'ai passé pas mal de périodes très très sombres dans ma vie. Ouais, ça n'a pas été de tout repos mon existence, même si j'ai fait plein de choses et que sur le papier, ça, ah, t'as fait plein de choses. Oui, j'ai fait plein de choses et à la fois, pendant très longtemps, il y a eu un fond comme ça, comme j'ai décrit, je vais pas le redire, mais voilà. Bah, bienvenue avec ça et merci de ton partage. Mm. Mm. Je suis touché par ce que tu partages là, et d'autant plus que dans, dans la suite de mes questions, si tu veux, j'ai sauté deux questions pour arriver directement à celle-ci, on est dessus. Euh, J'aimerais, si tu veux bien, qu'on essaye de visiter de façon spontanée les mécanismes de la culpabilité, parce que je trouve que c'est un super sujet et c'est un mot important. Et je voudrais commencer par cette première question. Quelles sont, selon toi, les pertinences cachées derrière la culpabilité? Mm. 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 Ouais, c'est une super question. Merci. Pour moi, effectivement, tout ce qu'on vit est pertinent, a de la pertinence et souvent c'est caché, donc on se dit c'est mal parce qu'on la voit pas la pertinence, mais il y a toujours une intelligence et une pertinence. Pour moi, comment ça se passe avec la culpabilité? Quand il y a quelque chose qui est trop douloureux, euh, notamment quelque chose où je sens que je ne suis pas au rendez-vous, me sentir coupable, c'est rentrer comme dans un état intérieur euh, où il y a comme une sorte de sensation physique en fait. Il y a quelque chose de très physique dans la culpabilité. Une contraction, une tension, une forme de colère retournée contre soi. Et pour moi, la culpabilité, c'est un état qui amène une sorte de figement. Quand je me sens coupable, je suis passive en fait. Je suis comme victime de ma propre culpabilité. Et comme je suis victime de cette propre culpabilité qui est tellement désagréable et douloureuse, il y a, à mon sens, quelque chose qui se dit, ok, puisque je souffre tellement, je suis en quelque sorte exonérée de répondre à la situation. Parce que c'est déjà tellement douloureux que je reste figée là et j'ai mal et je reste là-dedans en fait. Et du coup, voilà, c'est du connu, je me sens mal, je me sens coupable, mais il n'y a pas de reprise de pouvoir d'action. Et en quoi c'est pertinent, ça? Ben, parce que si je descends, si on imagine qu'il y a des couches, et que si on descend en dessous de la couche de la culpabilité, et qu'on la perce, vraiment on accepte d'aller au fond, pour moi, là, on est au contact de la responsabilité de ce que j'ai fait ou de ce que je n'ai pas fait. Et ça, c'est tellement douloureux, en fait. C'est tellement douloureux de sentir sa responsabilité. Et sentir la culpabilité, c'est pas sentir la responsabilité. Vraiment, comme sensation intérieure, c'est pas du tout la même chose. Et quand on sent la responsabilité, il y a de la douleur, mais à la fois, c'est l'endroit où on récupère de l'énergie pour pouvoir agir. Mais notre organisme, il est conçu pour prendre soin de lui-même, donc notre système nerveux est conçu pour organiser notre survie. Et donc, lui, il ne veut pas qu'on souffre, il ne veut pas qu'on soit en train d'être au contact de la douleur. Donc, il préfère être dans un seuil tolérable de grand inconfort qui est la culpabilité, que de descendre encore plus profond pour sentir la douleur qui est quelque chose parfois submergent.
et c'est là où j'ai trouvé mon pouvoir, mais il y a des espaces de nous qui sont beaucoup plus jeunes qui ne nous y donnent pas accès parce qu'ils ne savent pas que c'est là qu'il y a le pouvoir. Et donc, pour moi, se sentir coupable permet de ne pas sentir vraiment la douleur et sa responsabilité. Est-ce que ça fait Ok. sens pour toi? Ça fait sens pour moi et puis je te remercie de toutes les réponses que tu apportes et celle-ci en particulier parce que il me semble que c'est vraiment c'est un mot fondamental en fait culturellement, donc c'est-à-dire que ça s'adresse pas uniquement aux personnes hautement sensibles. Ce mot-là, il est très partagé et culturellement imprimé, imprégné dans chaque personne en fait qui habite cette planète et qui est transformé d'une façon euh, ben personnelle. Mais je sais pas, il y a une sorte de flou, il y a une sorte de porosité entre ce qu'on en fait et d'où ça vient, et c'est quelque chose d'assez perturbant, je trouve. Et avec, du coup, m'imaginant te poser cette question, je me suis dit, moi, comme j'aurais envie de l'éclairer, je fais partie de ces gens qui croient que le complexe d'infériorité et le complexe de supériorité, c'est la même énergie et qu'elle travaille forcément des deux côtés en même temps. Mais on la voit souvent que d'un côté, et souvent c'est le complexe d'infériorité qui est assumable plus que le complexe de supériorité. Et je me demandais dans quelle mesure culpabiliser, vivre de la culpabilité, c'est pas faire taire son complexe d'infériorité et de supériorité pour le laisser hors champ et pour ne pas le rencontrer. Alors c'est une autre proposition, mais Mhm. qu'est-ce que tu en penses? Je trouve ça super intéressant. Ouais, c'est hyper intéressant. Je vois que ça chemine à l'intérieur de moi. Hum, je cherche aussi avec mon langage parce que moi, je n'utilise pas trop les termes de complexe, complexe d'infériorité, de supériorité. Dans mon vocabulaire à moi, j'aurais plus tendance à dire qu'on a des parts de nous qui se sentent, ont besoin de sentir qu'elles valent quelque chose en diminuant quelqu'un d'autre, et d'autres qui se sentent juste honteuses en fait, qui sont les parts qui détiennent la souffrance et qui se sentent inférieures, et que effectivement elles cohabitent ensemble. Et tu vois, si je me connecte à des moments où j'ai pu être en lien avec des parts euh, qui font sentir de la culpabilité, souvent ce que j'ai entendu qu'elles disent, c'est mettons, je fais que Marguerite se sente coupable parce que comme ça, elle va arrêter de prendre des risques ou de faire des choses qui, dans le passé, ont amené des souffrances, des détresses. Mais ça peut être aussi le fait de je la fais se sentir coupable ou je le fais se sentir coupable pour pas qu'il prenne la grosse tête en fait. Donc un peu pour rejoindre ce que tu disais. Mais comme je ne suis pas exactement familiarisée avec les notions de complexe, comme peut-être tu l'entends au niveau théorique, je crains m'aventurer dans ces terrains. Donc voilà, Ok, je préfère voilà, répondre au niveau où moi je connais un peu plus. Euh, bien sûr. On est dans des propositions qui sont complémentaires et qui se touchent à un endroit et simplement on n'utilise pas les mêmes mots pour illustrer, mais j'ai l'impression que dans cette culpabilité, il y a un bras de fer en fait entre celui qui se sent en dessous de qui il devrait être et celui qui est persuadé qu'il pourrait être au-dessus de cet état-là et le maîtriser. Donc voilà, si je reformule avec des mots peut-être moins durs ou moins théoriques, ce serait ça. Mhm. J'aime beaucoup cette notion de bras de fer que tu amènes parce que pour moi, le fait de sentir la culpabilité, comme il y a ces deux énergies qui sont en tension, et au centre, il pourrait y avoir la culpabilité, comme un lion, en fait, en quelque sorte. Pour moi, ce que j'observe, encore une fois, en lien avec la culpabilité, c'est qu'elle amène du figement, en fait. Ça amène pas à quelque chose. Bon, après, je peux me confondre en excuses, mais je me sens souvent coupable. Je suis là, dans ma culpabilité. Et donc, pour moi, quand il y a deux puissances ou deux énergies qui ont comme des polarités un peu opposées, eh bien, ça crée souvent quelque chose de l'ordre du figement parce qu'on ne sait pas en fait à qui donner raison, qui a tort, et donc du coup, cette culpabilité est peut-être comme l'endroit où on peut habiter pour gérer cette tension entre ces deux énergies en fait. J'imagine quelque chose de Hmm. ça. Ouais, bah du coup, avec mon petit jargon, je me suis fait ma petite notion et j'ai appelé ça l'immobilité active.
Mm. parce qu'en fait, on est fatigué, c'est fatigant à l'intérieur. Il se passe des choses. Et pour autant, justement, ouais, ce que tu dis est juste, enfin, dans ce que je ressens en tout cas, c'est que deux forces s'opposent et de façon assez égale. Bah, c'est-à-dire que la force crée l'immobilité, et si on relâche, en fait, finalement, il se passe la même chose, mais on a du mal à relâcher parce que relâcher, ce serait accueillir, et accueillir, c'est pas possible. C'est Donc là, ça. on est avec la couche de dessous dont tu parlais tout à l'heure pour moi. Absolument. Mm. Mm.